Il passait juste par là quand il a entendu un murmure dans le froid. « Désolé maman, je serai sage. » Ce qu'il a trouvé dans la neige cette nuit-là allait révéler des secrets enfouis depuis longtemps et réveiller un amour qu'il ne savait pas avoir avant de commencer ce voyage inoubliable fait de compassion, de rédemption et de miracles discrets. Si tu crois aux histoires qui réchauffent le cœur et redonnent foi en l'humanité, pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. Ta présence ici compte plus que tu ne le penses. Maintenant, commençons. Le vent hurlait comme un animal blessé à travers les pins de Montfleur, en Savoie. La neige tombait drue et rapidement, engloutissant les réverbères dans un blanc doux et infini. C'était le genre de nuit où personne ne devrait être dehors, pas même les plus désespérés. Gabriel Moreau serra sa veste, le froid mordant à travers la laine comme des dents. Il ajusta le bord de son chapeau en cuir usé, celui dont Élise, sa défunte épouse, disait qu'il lui donnait l'air d'un romantique idiot. Elle était partie depuis maintenant 2 ans, et malgré le silence de la cabane où il rentrait chaque soir, son absence résonnait plus fort que le vent. Il prenait le même chemin à travers le parc des Tilleuls tous les soirs après son service à la boulangerie. À moitié par habitude, à moitié parce que c'était le seul endroit en ville qui ne lui rappelait pas elle. Mais ce soir-là, quelque chose a rompu la routine. C'était un bruit, à peine audible parce que le vent soufflait fort. Fragile humain. « Je suis désolé maman, je serai sage. » Gabriel s'arrêta net. La voix venait du terrain de jeu. Il tourna la tête, plissant les yeux à travers les rafales de neige. Les balançoires grinçaient sous le vent. Le toboggan scintillait de givre, et sous l'arche incurvée du tunnel en plastique, quelque chose bougeait. Non, quelqu'un. Il marcha lentement, ses bottes crissant sur le trottoir recouvert de neige, le cœur battant déjà plus fort qu'il n'aurait dû. Là, recroquevillée en position fétale sous l'auvent en plastique du toboggan, se trouvait une petite fille. Pas de manteau, pas de gants, juste un pull usé qui collait à son petit corps humide de neige. Ses bras étaient serrés autour d'un sac en toile effiloché, comme si c'était la seule chose qui la retenait à la terre. Ses lèvres tremblaient, ses joues étaient à vif à cause du vent, et elle ne levait pas les yeux. Gabriel s'accroupit à côté d'elle. « Hé, ma chérie, tu es blessée ?» Elle sursauta mais ne dit rien. Il remarqua qu'elle serrait plus fort le sac. « Tout va bien, » ajouta-t-il doucement. « Je ne vais rien te prendre. Je m'inquiète juste pour toi. Il fait un froid glacial ici. » Toujours pas de réponse. Puis un murmure, à peine plus fort qu'un souffle. « S'il te plaît, ne me renvoie pas là-bas. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Là-bas, où le silence régnait à nouveau. Elle gardait les yeux baissés, sans peur, sans défiance, juste vide. Gabriel enleva ses gants et ouvrit lentement son manteau. « Tiens, viens te réchauffer. » « D'accord. » Il tint le manteau ouvert. « Tu peux le mettre. Je te promets qu'il n'y a pas de danger. » Après une longue pause, elle bougea légèrement et se blottit contre son manteau tandis qu'il l'enveloppait comme une couverture. Son corps était glacé, sa respiration superficielle. « Je m'appelle Gabriel, » dit-il. « Et toi ?» Elle hésita, puis marmonna. « Luna. Luna. C'est un très joli prénom. » Il lui adressa un sourire doux, même si elle ne le regardait pas. « Tu habites dans le coin ?» Elle secoua la tête. « Tu as quelqu'un que je peux appeler ?» Elle secoua à nouveau la tête. Gabriel expira, son souffle embuant l'air nocturne. Il jeta un coup d'œil au sac qu'elle serrait contre elle et remarqua quelque chose qui dépassait. Un cahier dont les coins étaient cornés et la couverture éraflée et légèrement déchirée. Sur la couverture, écrit en lettres majuscules tremblantes, on pouvait lire « Luna Grace ». Si vous trouvez ce cahier, aidez-moi s'il vous plaît. En dessous, un nom écrit à l'encre délavée. Gabriel Moreau. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ramassa le cahier et le retourna lentement. À l'intérieur, soigneusement collée à la couverture arrière, se trouvait une photo défraîchie d'une femme aux cheveux bruns et aux yeux tristes berçant un nouveau-né. Gabriel reconnut immédiatement ce visage. Aurore Lane, la fille qu'il avait connue, aimée et dont il n'avait plus jamais entendu parler. Luna frissonna à côté de lui, inconsciente de la tempête qu'elle venait de déclencher dans son cœur. Gabriel la regarda à nouveau. Il la regarda vraiment cette fois-ci. La rondeur de ses yeux, la courbe douce de son nez, la façon dont elle serrait les mâchoires, exactement comme sa mère le faisait quand elle avait peur. C'était impossible. Mais c'était bien vrai. Luna était la fille d'Aurore. Et d'une manière ou d'une autre, Aurore avait écrit son nom. Il eut l'impression que la neige autour de lui s'était figée. Le temps ralentit. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Son nom, la photo, la voix. Aurore l'avait envoyé ici. Ou peut-être se corrigea-t-il amèrement. Aurore était partie bien avant qu'elle n'ait pu le faire. « Luna, » dit-il doucement, « tu sais qui a écrit mon nom dans ce cahier ?» Elle haussa les épaules. « Ta mère t'a déjà parlé de moi ?» Elle leva les yeux pour la première fois. Des yeux couleur de lac orageux rencontrèrent les siens et il comprit. Il la reconnut. « Toi, c'était toi qu'elle avait dessiné. » Luna murmura dans le chapeau rouge. Elle avait dit «
Si les choses tournaient mal et que je n'avais nulle part où aller, je devais trouver l'homme au chapeau rouge et aux yeux gentils. Gabrielle déglutit difficilement. Elle s'était souvenue. Toutes ces années, toute cette distance, et Aurore n'avait jamais cessé de croire qu'il tenait à elle. Il cligna des yeux pour chasser les larmes qui lui montaient aux yeux. « Eh bien, je suis là maintenant, » dit-il d'une voix rauque. « Et tu ne passeras pas une autre nuit sous cette glissière. Allez, rentrons à la maison. » Elle hésita. « Tu n'appelleras personne, pas à moins que tu ne le veuilles. » Elle acquiesça d'un signe de tête. Il se leva lentement, puis lui tendit la main. Luna la regarda longuement, puis la saisit. Ses doigts étaient petits, fragiles à cause du froid, mais lorsqu'ils se fermèrent autour des siens, quelque chose changea. Pas seulement dans la neige ou dans l'air, mais au plus profond de la poitrine creuse de Gabriel Moreau. Il n'était qu'un homme qui essayait de survivre au silence laissé par le chagrin. Maintenant, en un instant, il avait à nouveau quelqu'un à protéger. Le feu crépitait dans le salon de Gabriel Moreau, projetant des ombres dorées sur les murs en rondins de sa modeste cabane. L'endroit n'était pas grand-chose, juste un refuge en bois à la périphérie de Coldridge, mais il dégageait une chaleur qui pénétrait jusqu'aux os. Pour la première fois depuis des années, cette chaleur semblait avoir un sens. Luna était recroquevillée sur le canapé usé, la veste en flanelle trop grande de Gabriel l'enveloppant tout entière. Elle n'avait pas dit un mot depuis leur arrivée. Son sac en toile reposait sur ses genoux, ses bras enroulés autour comme un gilet de sauvetage dans une tempête. Gabriel s'agenouilla devant la cheminée, ajouta une autre bûche, puis se tourna vers elle. « Tes orteils se réchauffent ?» Elle acquiesça faiblement. « Tu as faim ? Tu as faim ?» Elle secoua légèrement la tête, mais son regard s'attarda sur le coin de la cuisine où l'odeur de la soupe émanait d'une casserole qu'il avait mise sur le feu quelques minutes plus tôt. Il s'approcha, versa une louche dans une tasse. Il pensa qu'un bol serait peut-être trop pour elle et la porta avec un paquet de crackers. Il les posa délicatement sur la table d'appoint. « Pas trop près, pas de pression. C'est là si tu veux. » Luna jeta un coup d'œil à la tasse, puis reprit ses mains. Gabriel n'insista pas. Il s'assit juste en face d'elle, appuyé sur un genou. Et pendant un moment, ils écoutèrent le silence ensemble. Pas le silence étouffant dans lequel ils vivaient depuis le décès d'Élise, mais un silence plus calme, brut, hésitant, partagé. Puis il dit « Ce cahier dans ton sac, il y avait mon nom dessus. » Luna bougea, ses doigts se crispèrent un peu plus. La voix de Gabriel resta douce. « Ta mère t'a déjà parlé de moi ?» Elle baissa les yeux vers ses genoux, puis après une pause, une seule, il se pencha légèrement vers elle. Qu'est-ce qu'elle disait? La voix de Luna était comme un flocon de neige, douce et disparaissant dès qu'elle touchait le sol. Elle disait « Si jamais je me perdais et que personne ne voulait plus de moi, je devais trouver Gabriel Moreau. » Elle disait « Tu étais le seul homme qui l'ait jamais fait se sentir en sécurité. » Gabriel sentit sa gorge se serrer. « Ta mère? Aurore Lane. Je la connaissais il y a longtemps. Elle était... » Il s'interrompit. La vérité resta suspendue dans l'air, inachevée. Luna leva les yeux vers lui, le regard sombre et fixe. Elle dit « Tu es peut-être mon vrai père. » Le air se raréfia. Gabriel la fixa, abasourdi par la force tranquille de ses mots. Pendant un instant, il ne put respirer. « Je ne savais pas, » dit-il honnêtement. « Elle ne m'a jamais rien dit. » Luna esquissa un sourire triste, presque adulte. Elle n'en avait parlé à personne. Le silence retomba, mais cette fois, il semblait plus lourd. Gabriel regarda le feu. Les flammes dansaient sur les bûches, projetant des images de souvenirs dans son esprit. Le rire d'Aurore dans un verger en été. L'odeur de son parfum à la cannelle. La façon dont elle l'avait regardé la dernière nuit. Les yeux remplis d'une émotion qu'il n'avait pas comprise jusqu'à présent. Il s'éclaircit la gorge. « Tu sais où elle est maintenant ?» Les mains de Luna agrippèrent le tissu de son jean. Elle est tombée malade, très malade. Elle m'a dit un soir qu'elle ne guérirait pas. Et puis un matin, elle était partie. Un long soupir tremblant s'échappa de ses lèvres. Et soudain, Gabriel comprit pourquoi la fillette avait l'air si vide sous le toboggan. Elle n'avait pas seulement froid, elle était en deuil. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-il. Luna haussa les épaules, mais ses lèvres tremblaient. « Ils ont dit que je ne pouvais pas rester à la maison. Mon beau-père, il ne voulait pas de moi. Sa nouvelle femme m'a traité de salope. Elle a dit que j'avais tout gâché. Ils m'ont donné un sac et m'ont dit d'aller trouver quelqu'un d'autre. » Gabriel serra les mâchoires. « Ils t'ont jeté dehors dans la neige. » Luna acquiesça. Il lui fallut toute sa volonté pour ne pas frapper le mur du poing. Au lieu de cela, il demanda « Tu as d'autres membres de ta famille et tes grands-parents, tes tantes ?» Elle secoua la tête. « Juste le nom dans le livre. » Gabriel expira lentement, tenant la tasse de soupe intacte entre ses mains. « Eh bien, je ne sais pas ce que demain nous réserve, Luna. Mais ce soir, tu es chez toi ici. » Elle cligna des yeux. « Vous ne me connaissez même pas. » Il lui sourit gentiment. «
Tu es la fille d'Aurore. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant. » Ses yeux brillèrent. « Vous allez appeler la police ? Je vais appeler quelqu'un qui pourra t'aider, mais seulement si tu es prête. » Luna regarda la cheminée, puis la soupe. Lentement, elle tendit le bras, enroula ses mains autour de la tasse chaude et but une gorgée. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son geste en disait plus long que des mots. Plus tard dans la soirée, Gabriel sortit dans le petit atelier derrière la cabane. C'était autrefois l'atelier de peinture d'Élise. Maintenant, c'était à moitié un débarras, à moitié un lieu de souvenir. Il fouilla dans un vieux classeur jusqu'à ce qu'il trouve un album photo poussiéreux. À l'intérieur, il y avait des photos d'un Gabriel et d'une Aurore beaucoup plus jeunes, riant dans les champs assis sur le capot d'un camion, dansant pieds nus lors d'un pique-nique du 4 juillet. Puis il y avait la lettre. L'écriture d'Avers lui était immédiatement familière, inclinée, précise. L'enveloppe n'avait jamais été fermée. Gabrielle l'avait trouvée des années auparavant dans une boîte qu'elle avait laissée derrière elle lorsqu'elle avait quitté la ville sans un mot. Il ne l'avait jamais ouverte. Maintenant, les mains tremblantes, il le fit. « Gabrielle, je sais que je suis parti brusquement. J'avais peur. Tu étais tout ce qu'il y avait de bon et de gentil, et je ne me sentais pas digne de tout ça. Mais si tu lis ceci, c'est que Luna t'a retrouvé. Oui, c'est ta fille. Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne savais pas comment, mais elle mérite plus que je ne pourrais jamais lui donner. Et toi, tu es la seule personne à qui je fais confiance pour l'aimer si jamais la vie m'emporte. Pardonne-moi mon silence, mes secrets. Avec tout mon amour, Aurore. » Gabriel s'effondra sur le tabouret, la lettre tremblant entre ses doigts. Luna n'était pas juste une enfant qui avait croisé son chemin. C'était sa fille, son sang, sa seconde chance. À l'intérieur, Luna s'était endormie sur le canapé, toujours enveloppée dans sa couverture en flanelle. Le sac en toile était posé à côté d'elle, légèrement ouvert. À l'intérieur, Gabriel vit un simple dessin au crayon sur du papier représentant une petite fille tenant la main d'un homme grand sous un arbre. La petite fille portait une robe rose. L'homme avait un chapeau rouge. Gabriel regarda le dessin pendant un long moment. Puis il éteignit la lumière, attisa le feu et s'assit tranquillement dans le fauteuil à basques à côté. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée, mais peut-être, juste peut-être, était-ce la vie qui lui était destinée. La cabane craquait sous le poids du deuil qui s'installait dans de doux gémissements dans les poutres, tandis qu'une brise légère effleurait les fenêtres et que le bois craquait occasionnellement dans la cheminée, les braises laissant lentement place aux cendres. Gabriel se tenait dans la cuisine, versant de l'eau chaude dans une vieille bouilloire en émail. Ce rituel l'apaisait. Sur le canapé, Luna dormait toujours, son petit corps recroquevillé sous une couette en patchwork délavé qu'il avait trouvée dans le coffre à linge. Ses joues avaient repris un peu de couleur, mais ses sourcils se fronçaient de temps en temps, comme si elle poursuivait des ombres, même dans ses rêves. Gabriel baissa le feu et s'assit à la table, fixant la lettre d'Aurore qu'il avait déjà lue 3 fois, comme si chaque fois pouvait révéler quelque chose de plus. « Elle est à toi. Elle mérite plus que je ne pourrai jamais lui donner. » Ces mots résonnaient dans sa poitrine comme le son d'une cloche dans le brouillard. Depuis combien de temps avait-il vécu en pensant que son passé était terminé, alors qu'il attendait en fait d'être redécouvert sous des couches de silence et de neige? La bouilloire siffla doucement alors qu'il versait de l'eau chaude dans une tasse en céramique ébréchée. Luna remua. « Bonjour, dit-il, sans bouger trop vite ni trop fort. J'ai fait du thé. Et il y a des toasts si tu veux. » Elle cligna des yeux, encore à moitié endormie. « Quel genre de thé ? De la camomille. Le genre qui aide à dormir. Mais si tu veux quelque chose de plus fort, je crois que j'ai du thé noir à l'écorce d'orange quelque part. » Elle acquiesça légèrement et s'assit lentement, en gardant la couverture autour d'elle. Gabriel lui apporta la tasse, en prenant soin de la poser à portée de main, mais pas trop près. Elle la tenait à 2 mains, comme si elle craignait qu'elle ne lui échappe. Gabriel apporta la tasse, en prenant soin de la poser à portée de main, mais pas trop près. Elle la tint à 2 mains, comme si elle craignait qu'elle ne lui glisse entre les doigts. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Luna haussa les épaules. « Mieux que sur la glissière. » Il sourit doucement. « C'est pas grand-chose, mais je m'en contenterai. » Elle regarda autour d'elle dans la cabane pour la première fois, ses yeux se posant sur la cheminée, la bibliothèque remplie de vieux livres à couverture rigide, le mur couvert de photos noires et blancs encadrés, et enfin, le couloir étroit qui menait aux pièces du fond. « Tu vis seule ici ?» demanda-t-elle. Gabriel suivit son regard et acquiesça. « Oui, ma femme est décédée il y a 2 ans. Pas d'enfant, personne d'autre dans le tableau. » Elle fixa sa tasse. Ma mère disait « Les gens qui vivent seuls se cachent de quelque chose ou attendent quelqu'un. » Il rit doucement. Elle était intelligente. Un silence s'installa entre eux, puis, de manière inattendue, Luna dit « Le couloir me fait peur. » Gabriel la regarda. « Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça me rappelle mon ancienne maison,
les ombres, le long couloir qui menait à la cuisine. Gabriel se cala dans sa chaise, pensif. « Tu veux bien me raconter ce qui s'est passé là-bas » Elle se mordit la lèvre inférieure, puis acquiesça à peine. « Ce n'est pas une histoire d'horreur ou quoi que ce soit. Personne ne m'a jamais frappé. Pas vraiment, mais c'était comme si j'étais invisible. Ou pire, comme si j'étais dans un passage. » Il resta silencieux, la laissant parler. « Mon beau-père, Marc, a épousé Dileya quand j'avais 6 ans. Maman était déjà malade. Puis après son décès, c'était comme si je ne comptais plus. Ils avaient des règles pour moi qui ne s'appliquaient à personne d'autre. Je devais manger en dernier. Je ne pouvais pas m'asseoir à la grande table. Je devais dire merci pour tout, sinon ils me traitaient d'ingrate. » Elle serra plus fort la tasse entre ses mains. Une fois, il y a eu une fête d'anniversaire pour Claire, la fille de Dileya. Elle a eu un gâteau à 3 étages, une couronne et des cadeaux de tout le monde. Je n'avais pas le droit de toucher aux décorations. Je devais juste nettoyer. Ce soir-là, le nouveau jouet de Belle a disparu. Dileya a fouillé ma chambre et quand elle l'a trouvé sous mon oreiller, elle a dit « Je l'ai volé ». Mais ce n'était pas moi. Gabriel sentit son cœur se serrer. « Tu lui as dit que j'avais essayé ?» Mais elle ne m'a pas cru. Marc n'a pas dit un mot. Il ne dit jamais rien. Il m'a juste regardé comme si je n'existais pas. « Tu t'es enfui cette nuit-là » Luna acquiesça. Ils ont dit que si je ne l'avouais pas, je serais puni. Mais je ne voulais pas mentir. Alors j'ai fait mon sac et je suis parti. J'avais le cahier. Je me souvenais de ce que maman avait dit à ton sujet, que si jamais il m'arrivait quelque chose et que je n'avais plus nulle part où aller, je devais essayer de te retrouver. Gabriel expira lentement. J'aurais aimé qu'elle me le dise. J'aurais aimé savoir. Je pense qu'elle voulait le faire, mais quelque chose l'en empêchait toujours. Peut-être qu'elle pensait que tu ne voudrais pas de nous. Il regarda Luna droit dans les yeux, d'une voix basse mais ferme. Elle avait tort. Le silence revint dans la pièce, mais c'était un silence différent. Pas effrayant, pas vide, rassurant. Gabriel se leva et se dirigea vers un placard près du couloir. Après avoir fouillé un moment, il revint avec une petite lampe de poche. Il l'alluma et la tendit à Luna. « Si le couloir te fait encore peur, dit-il, tu peux garder la lampe. » Elle leva les yeux vers lui, clignant des paupières. « Je peux aussi mettre une veilleuse, ajouta-t-il. Et tu peux choisir la chambre que tu veux. L'une d'elles était l'atelier de peinture de ma femme. Elle est petite, mais la fenêtre donne sur les pins. » Luna prit lentement la lampe de poche, ses doigts effleurant les siens. « Ça a l'air sympa. Je vais la vider cet après-midi, dit-il. Et peut-être qu'on pourra commander une pizza ou que je te ferai des pancakes pour le dîner. » Elle sourit faiblement. « J'aime bien les pancakes. »« Bien, tu as très bon goût. » Elle se leva alors, toujours enveloppée dans sa couverture, et jeta un coup d'œil prudent dans le couloir. C'était sombre, exactement comme elle se souvenait des maisons. Mais cette fois, il n'y avait personne qui criait, personne qui s'accusait, juste des planchers en bois, une rangée de photos et le bourdonnement tranquille d'une maison qui ne prétendait pas être autre chose. Gabriel l'observait derrière le faisceau de la lampe de poche qui vacillait sur le sol comme un petit phare. Elle ne dit rien, mais elle marcha lentement vers le bout du couloir, puis se retourna. « Tu as dit qu'une des chambres était celle de ta femme. »« Oui. Comment s'appelait-elle, Élise ?» Luna acquiesça. « Je pense que j'aimerais dormir dans la chambre d'Élise ce soir, si ça te va. » Gabriel eut la gorge serrée. « Bien sûr que ça me va. » Elle lui adressa un petit sourire en coin. Puis, pour la première fois depuis son arrivée, elle s'avança lentement, hésitante, et enroula ses bras autour de sa taille dans une brève étreinte fragile. Cela ne dura pas longtemps, mais cela signifiait tout. La lumière de la fin d'après-midi filtrait doucement à travers les fenêtres givrées, projetant de longues ombres dorées sur le plancher de la cabane. La neige avait ralenti à l'extérieur, recouvrant le monde d'un silence qui n'était pas oppressant, mais qui enveloppait plutôt tout doucement, comme de la laine. Gabriel se tenait à l'entrée de la chambre d'amis, celle qu'Élise appelait son coin tranquille. Elle renfermait encore l'âme de son ancienne occupante. Un vieux chevalet était appuyé contre le mur du fond, et une légère odeur d'huile de lin flottait dans les coins. Luna s'était emparée de la pièce sans hésiter, son sac à dos soigneusement rangé au pied du lit étroit. Elle était assise en tailleur sur le tapis tressé, coloriant tranquillement dans son cahier, complètement absorbée. Gabriel s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, se contentant de la regarder. Il ne voulait pas la déranger, mais Luna leva les yeux. « Tu étais artiste, toi aussi ?» Il rit doucement. « Non, madame, je sais à peine tracer une ligne droite. C'était le monde d'Élise. Elle pouvait peindre n'importe quoi. C'est elle qui donnait à cette pièce sa chaleur. Elle avait l'air gentille, dit Luna doucement. Elle l'était, répondit-il, d'une gentillesse qui ne s'affiche pas. Luna hocha la tête comme si elle comprenait, et Gabriel crut qu'elle croyait vraiment qu'il la croyait. Elle avait l'air gentille, répéta Lou. Elle avait l'air gentille, dit Luna doucement. Elle l'était, répondit-il, le genre de gentillesse qui ne se met pas en avant. Luna hocha la tête comme si elle comprenait, et Gabriel crut qu'elle avait vraiment compris. Après le dîner,
composé de sandwichs au fromage fondu et de soupe à la tomate, Gabriel sortit dans le garage indépendant. Il avait besoin de trouver quelque chose. Ces derniers temps, cet espace servait davantage de remise que d'atelier. La poussière recouvrait presque tout et des toiles d'araignée dissimulaient des boîtes de guirlandes de Noël, du matériel de camping inutilisé et les vieux outils de jardinage d'Élise. Il tira sur la chaîne métallique de l'ampoule suspendue et entra, son souffle formant de la buée dans l'air froid. Dans le coin le plus éloigné, sous une pile de caisses, se trouvait un coffre en bois usé. Il ne l'avait pas ouvert depuis le départ d'Aurore, il y a plus de 10 ans. Ses doigts hésitèrent sur le loquet. À l'intérieur, il trouva tout, des lettres, de vieilles photos, une petite veste en jean pliée et jamais portée. Sous celle-ci, glissée dans une pochette en velours rouge, se trouvait une petite boîte à musique. Bois de noyer, charnières en laiton, gravures délicates estompées par le temps. Il tourna lentement la clé, et une douce mélodie se mit à jouer une berceuse qu'Aurore fredonnait quand ils étaient jeunes, quand tout semblait possible. Sa gorge se serra. Sous le revêtement de la boîte à musique, cachée comme un souvenir, se trouvait une petite photo. Une femme tenant un nouveau-né dans ses bras, souriant si tendrement que son cœur faillit s'arrêter. Aurore et Luna. Il ne savait pas combien de temps il était resté là. La mélodie jouait une chanson d'une autre vie, une vie qu'il n'avait jamais eu le courage de revendiquer jusqu'à présent. De retour dans la cabane, il trouva Luna recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans la couette, buvant un chocolat chaud à 2 mains. Ses joues avaient repris couleur, et ses yeux, bien que toujours méfiants, brillaient d'un éclat rassurant. Il s'approcha lentement, tenant la boîte à musique comme un objet sacré. « Je veux te montrer quelque chose », dit-il doucement. Luna leva les yeux, curieuse mais méfiante. Gabriel s'assit à côté d'elle et ouvrit la boîte. La mélodie se remit à jouer. Des notes délicates flottaient dans la pièce éclairée par le feu. Luna se pencha, les yeux écarquillés. « Je connais cette chanson », murmura-t-elle. « Ta mère la chantait », dit-il. Elle acquiesça, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Il plongea la main à l'intérieur et sortit la photo. « Et celle-ci a été prise le jour où tu es né. » Luna retint son souffle. Elle lui prit la photo avec des doigts tremblants et la serra contre elle comme si elle pouvait disparaître. Elle l'avait gardée. Elle avait gardé tout ce qui comptait. Luna traça le visage de sa mère avec un doigt. « Je croyais que toutes les photos avaient disparu. » Dileya dit. « Maman n'a rien laissé derrière elle, à part des factures d'hôpital. » Gabriel ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il voulait dire 100 choses méchantes, mais au lieu de cela, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la lettre. Celle qu'Aurore avait écrite, mais jamais postée. « C'est ta mère qui a écrit ça, » dit-il en la tendant à Luna. « Je pense qu'elle voulait que tu l'aies un jour. » Luna hésita, puis la déplia avec précaution, les yeux parcourant l'écriture délicate. Au fur et à mesure qu'elle lisait, des larmes montèrent silencieusement et coulèrent sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle eut fini, elle replia la lettre plus fermement cette fois, la pressant contre sa poitrine. « Elle voulait que je te trouve, » murmura-t-elle. « C'est vrai, » dit Gabriel d'une voix basse, « et j'aurais aimé être là plus tôt. » Luna leva alors les yeux vers lui, non seulement avec tristesse, mais avec une lueur plus profonde. De l'espoir. « Tu crois que si elle t'avait parlé de moi plus tôt, les choses auraient été différentes ?» La réponse de Gabriel fut immédiate. « Absolument. » Elle baissa à nouveau les yeux vers la boîte à musique. « Parfois, je pense que je n'aurais pas dû exister, que j'ai peut-être gâché sa vie. » La voix de Gabriel se brisa. « Non, ma chérie, tu n'as rien gâché. Tu n'es pas une erreur. Tu es la seule chose qu'elle n'ait jamais cessé d'aimer. » Luna cligna des yeux sans rien dire. « Et maintenant qu'elle n'est plus là, » ajouta-t-il doucement, « je pense qu'elle aurait voulu que je t'aime tout autant. » L'air se figea dans la pièce. Luna ne répondit pas tout de suite, mais elle se blottit contre lui, d'abord timidement, puis en posant complètement sa tête sur sa poitrine, la photo toujours serrée dans ses mains. La mélodie continuait de jouer. Cette nuit-là, Gabriel ne parvint pas à dormir. Il s'assit dans le fauteuil à bascule, le feu réduit à des braises, la boîte à musique sur les genoux. Il fixa à nouveau la lettre, le dernier geste de confiance et d'espoir d'Aurore. « Elle est à toi. » Pendant si longtemps, il s'était enfoui dans le silence, rongé par la culpabilité de ne pas avoir tendu la main plus tôt, par le chagrin d'avoir perdu Élise, qui avait autrefois essayé de le convaincre de partir à la recherche de ses anciennes passions. Maintenant, Luna était la preuve que la vie ne lui avait pas fermé sa porte. Pas encore. Il pensa à tous les enfants comme elle, abandonnés, invisibles, obligés de survivre dans un monde qui aurait dû les accueillir. Et il savait que ça ne pouvait pas s'arrêter à un simple geste de gentillesse. Ça ne pouvait pas s'arrêter à une soupe, des couvertures douces et une nuit au chaud. Luna avait besoin de plus. Elle avait besoin de stabilité, de protection, d'un avenir. Demain, il appellerait un avocat.
Il se débrouillerait avec les papiers, les démarches, la bataille qui l'attendait. Il ne la laisserait pas à nouveau perdue. Elle n'était pas juste une enfant qui était entrée dans sa vie. Elle était à lui. Et pour la première fois depuis très longtemps, Gabriel Moreau ressentait non seulement le poids de la responsabilité, mais aussi le miracle discret d'appartenir à quelqu'un. Le lendemain matin, le soleil brillait, rendant la neige à l'extérieur scintillante comme du verre pilé. Il filtrait à travers les fenêtres de la cabane, se reflétait sur les grains de poussière en suspension dans l'air et baignait tout d'une douce brume dorée. Luna se tenait pieds nus sur le parquet de ce qui était autrefois l'atelier d'Élise, son souffle formant une légère buée alors qu'elle fixait le coin vide près de la fenêtre. « C'est la meilleure lumière de toute la maison », dit Gabriel en posant une boîte de couverture pliée près de la porte. Élise peignait toujours ici. Luna ne répondit pas, mais son regard s'attarda sur l'endroit où se trouvait autrefois un chevalet en bois. Elle s'approcha, ses pieds chaussés de chaussettes ne faisant aucun bruit, et s'agenouilla pour toucher une légère trace de peinture sur le sol. Le rose le plus doux, presque de la même couleur qu'une robe dont elle se souvenait depuis longtemps, une robe que sa mère portait le dimanche. « J'aime bien, » dit-elle enfin. « C'est calme, c'est ce qu'Élise aimait le plus ici, » dit Gabriel avec un petit sourire. Elle disait que la lumière dans cette pièce disait la vérité. Luna jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça voulait dire qu'ici, rien ne pouvait se cacher. Elle ne répondit pas, mais il voyait bien qu'elle avait compris. La façon dont ses épaules se détendirent, dont ses doigts suivirent le cadre de la fenêtre, c'était la première fois qu'elle semblait respirer sans se préparer à quelque chose. Gabriel se frotta la nuque. Je me disais qu'on pourrait faire de cet espace le tien. Pas juste pour y rester, mais pour y vivre. Luna haussa légèrement les sourcils. Vraiment? Vraiment? C'est toi qui choisis la couleur. On peut réarranger les meubles, ajouter des étagères, tout ce que tu veux. Luna haussa légèrement les sourcils. Vraiment? Vraiment? Tu choisis la couleur. On peut réorganiser les meubles, ajouter des étagères, des posters, tout ce que tu veux. Une longue pause. Je peux dessiner sur les murs? Gabriel cligna des yeux, puis rit. Tu veux dire comme des fresques murales? Elle acquiesça, les yeux brillants pour la première fois. Maman me laissait faire ça dans notre ancien appart, mais juste au crayon. Rien de permanent. Eh bien, il a dit en s'accroupissant à côté d'elle. Ce mur, juste là, il tapota l'espace sous la fenêtre, peut-être ta toile. On l'appellera le mur de Luna. Marché conclu. Elle lui adressa un sourire prudent. Marché conclu. Ils passèrent les heures suivantes à débarrasser le reste du matériel artistique, à plier les bâches et à dépoussiérer les étagères. Gabriel sortit une boîte à outils qu'il n'avait pas touchée depuis plus d'1 an et commença à remonter un petit bureau près de la fenêtre. Luna l'aida à trier les cartons contenant les affaires d'Élise, des pinceaux, des carnets de croquis usés, une palette en céramique encore tachée d'aquarelle, et les rangea soigneusement dans une boîte à chaussures marquée « À garder ». Il n'y avait ni précipitation, ni pression, juste du mouvement, un silence partagé et le réconfort tranquille de faire de la place pour quelqu'un de nouveau. Ce soir-là, alors que Gabriel préparait le dîner, du poulet grillé avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts, il entendit Luna fredonner doucement depuis la chambre. Il jeta un coup d'œil et la vit debout sur un tabouret, en train de dessiner soigneusement un arbre dans le coin du mur de Luna. On aurait dit un chêne. Ses traits étaient lents mais sûrs, sa main ferme. Il ne l'a pas interrompu. Plus tard, quand ils se sont assis à la table de la cuisine, pas dans des coins séparés, Luna n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la chaise vide en face d'eux. Gabriel l'a remarqué. « Tout va bien ?» Elle a hésité. « C'est bizarre, être assise à une vraie table. Tu n'es pas obligée si ça te met mal à l'aise. »« Non, je veux bien, » dit-elle rapidement. « C'est juste que j'ai l'impression que je ne devrais pas. » La voix de Gabriel s'adoucit. « Luna, tu es chez toi maintenant. Tu n'as pas besoin de mériter ta place à table. Elle est déjà à toi. » Ses yeux brillèrent d'une lueur qui ressemblait à de l'incrédulité, puis à de la gratitude. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle et allumé la cheminée, Luna entra dans le salon en pyjama et tendit quelque chose à Gabriel. C'était un dessin. Une maison avec un toit rouge, une fille aux longs cheveux, un homme avec un chapeau de cow-boy et au-dessus, écrit en lettres majuscules « Chez moi ». Il le prit avec précaution. « C'est toi qui as dessiné ça aujourd'hui ?» Elle acquiesça. « Je pense que je vais l'accrocher dans le couloir. » Gabriel sourit. « On va le faire ensemble. » Ils traversèrent le couloir côte à côte. Gabriel tenait une petite punaise et un marteau. Luna choisit l'endroit juste à côté de sa porte où elle pourrait le voir chaque matin au réveil. Après avoir accroché le dessin, elle resta là un moment, comme pour s'imprégner de cette nouveauté. « Oncle Gabriel » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Oui, si quelqu'un d'avant vient me chercher, je devrais y retourner. » Gabriel s'agenouilla à côté d'elle. « Non, ma chérie, tu n'auras pas à y retourner. J'ai déjà parlé à quelqu'un des services sociaux.
On va s'assurer que tu es en sécurité. Et si j'ai mon mot à dire, personne ne te mettra plus jamais dehors dans le froid, jamais. » Elle le regarda longuement comme pour peser la véracité de ses mots. Puis elle murmura « D'accord. » Elle se retourna pour aller se coucher, mais s'arrêta à la porte. « Tu crois que maman aimerait cette chambre ?» Gabriel ravala la boule qui lui s'était formée dans la gorge. « Je pense qu'elle l'adorerait, surtout le mur avec Luna. » Elle sourit doucement et disparut dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, assis près du feu avec une tasse de thé, Gabriel fixait le dessin dans le couloir. Le toit rouge, la chaleur, l'espoir simple qu'il dégageait. Il repensa à ce qu'Élise disait souvent. Il y a des gens qu'on retrouve, même si on ne les cherchait pas. Et c'est que si... Il ne savait pas qu'il cherchait Luna, mais maintenant il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Et au fond de lui, il commença à réaliser quelque chose d'encore plus fort. Il ne s'agissait pas seulement de la fille d'Aurore. Il s'agissait d'un homme qui s'était enfoui dans le silence pendant trop longtemps. Il faisait enfin un pas vers la lumière, dans une pièce qu'il avait lui-même construite, non pas sur des souvenirs, mais sur la miséricorde, la résilience et le plus petit geste d'amour. Gabriel Moreau était assis dans le parking du bâtiment administratif du comté de Coldridge, serrant le volant plus fort que nécessaire. Il avait affronté des tempêtes hivernales, la ruine financière et la douleur silencieuse du deuil. Mais d'une certaine manière, entrer dans un bureau administratif pour se battre pour une petite fille lui semblait être la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais faite. Luna était assise à côté de lui sur le siège passager, vêtue du cardigan bleu marine qu'ils avaient choisi ensemble dans une boutique d'occasion. Ses cheveux étaient soigneusement tressés, son expression indéchiffrable. Elle dessinait à nouveau dans son cahier, des lignes formant ce qui semblait être le contour d'une maison et une porte légèrement entr'ouverte. « Ça va ma puce ?» lui demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Ils vont juste me poser beaucoup de questions, c'est ça ?»« Oui ?» répondit Gabriel doucement. « Mais tu n'as pas à répondre à tout ce qui te met mal à l'aise. Dis la vérité, et je m'occupe du reste. » Luna leva les yeux. « Et s'ils ne me croient pas ?» Gabriel hésita. « Alors ils devront me croire, » dit-elle en lui adressant un faible sourire. « Tu n'es pas très doué pour mentir. »« Non, » répondit-il en riant nerveusement. « Mais je suis très bon pour dire la vérité comme je la pense. » Il attrapa le dossier en carton posé entre eux. À l'intérieur se trouvait la lettre d'Aurore, l'acte de naissance mentionnant « père inconnu » et une nouvelle déclaration sous serment de l'ancienne enseignante de Luna, Madame Puit, détaillant les signes de négligence. Il avait aussi apporté des photos des ecchymoses de Luna, prises avec soin, respectueusement et avec sa permission, ainsi qu'une lettre de recommandation signée par Éloise Martin, la conseillère à la retraite qui avait enseigné l'art à l'école primaire et connaissait Aurore personnellement. Pourtant, cela ne lui semblait pas suffisant, car l'autre partie avait un atout qu'il n'avait pas, la tutelle légale. Les couloirs du bâtiment sentaient le vieux café et l'encre d'imprimante. Gabriel et Luna étaient assis sur des chaises en plastique devant le service des affaires familiales, en attendant leur assistante sociale. Claire Winslow est sortie d'une porte latérale, un bloc-notes à la main. La trentaine bien avancée, des mèches argentées dans sa queue de cheval et des lunettes perchées sur le bout de son nez. Elle a hoché la tête poliment mais avec réserve. « Monsieur Moreau, Luna. » Ils se levèrent tous les deux. La main de Luna se posa instinctivement sur l'ourlet du manteau de Gabriel. « Je dois d'abord parler avec Luna, » dit Claire. « C'est le protocole habituel. » Gabriel ouvrit la bouche pour protester, mais Luna lui fit un petit signe de tête. « C'est bon, je m'en occupe. » Il la regarda disparaître dans le bureau, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait voulu. 20 minutes plus tard, Claire revint. Son expression était indéchiffrable. « Elle est très intelligente, » dit Claire en feuilletant son bloc-notes. « Et sur ses gardes, ce qui était compréhensible. » Gabriel acquiesça. Elle a vécu beaucoup de choses. Claire s'assit en face de lui. « Vous n'avez aucune autorité légale, monsieur Moreau. À l'heure actuelle, Luna est toujours sous la tutelle de Marc Delcourt et de sa femme, Dileya. Ils l'ont abandonnée, dit Gabriel. Ils l'ont jetée dehors dans la neige. Avez-vous des témoins qui peuvent confirmer que je l'ai trouvée dans le parc ?» Gabriel a dit pieds nus, gelé, avec un carnet où il y avait mon nom. Ça devrait compter pour quelque chose. Claire jeta un coup d'œil à la lettre d'Aurore. C'est convaincant, mais ce n'est pas une décision de justice, et ce n'est pas une reconnaissance de paternité. Gabriel hésita, puis fouilla dans le dossier et en sortit l'enveloppe scellée contenant l'ADN qu'il avait reçu 2 jours auparavant. J'ai fait faire le test. On est compatibles. À 99%. Luna est ma fille biologique. Claire haussa un sourcil. Vous êtes sûre que ce n'est pas un faux, madame ? Je suis peut-être un idiot parfois, mais je ne mens pas, surtout pas pour protéger un enfant. Claire prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. En lisant, ses sourcils se levèrent légèrement. Je vois. Est-ce que ça change quelque chose ? Demanda Gabriel. Elle expira. Ça change beaucoup, mais il faut quand même passer devant un juge.
En attendant, la famille Edelcourt a été informée. Ils ont demandé à parler à Luna. La voix de Gabriel s'assombrit. Ça n'arrivera pas. Ce n'est malheureusement pas à nous de décider. Claire se pencha en avant, adoucissant le ton. Je ne doute pas de vos intentions, monsieur Moreau, mais Dileya et Marc sont légalement ses tuteurs. Ils ont déposé une contre-plainte ce matin, affirmant que Luna s'est enfuie et que vous la cachez illégalement. Gabriel sentit le sang se drainer de son visage. Ils l'accusent d'avoir volé un jouet, ajouta Claire. Et vous d'avoir manipulé une enfant pour obtenir sa garde. C'est de la folie, s'écria Gabriel. C'est une gamine. Une petite fille est terrifiée, à qui on a menti et qui a été rejetée et ignorée toute sa vie. Et elle n'a rien volé. Dia a inventé cette histoire. Claire le regarda droit dans les yeux. « Je te crois », dit-elle finalement. Mais croire ne suffit pas. On va avoir besoin de documents, de témoignages, de confirmations de la part des responsables de l'école, des voisins, de toute personne qui peut parler de l'environnement de Luna avant qu'elle arrive chez toi. Gabriel se pencha en avant, la voix ferme. « Je te procurerai tout ce dont tu as besoin. Je parlerai à tout le monde en ville. Je consulterai tous les avocats de l'État s'il le faut. » Claire l'observa un instant, puis acquiesça. « Ok, on va fixer une audience préliminaire pour la garde la semaine prochaine. Tu recevras une convocation. En attendant, Luna pourra rester avec toi sous surveillance. » « Ça veut dire quoi ?» demanda Gabriel. « Ça veut dire que je passerai te voir de temps en temps, que je te poserai des questions, que je m'assurerai qu'elle va bien. » Il poussa un soupir de soulagement. « Tu ne trouveras rien qui cloche, j'espère, » dit-elle presque gentiment. « Tu ne trouveras rien d'anormal. J'espère bien, » dit-elle presque gentiment. Ce soir-là, de retour au chalet, Gabriel remuait une casserole de chili, tandis que Luna était assise en tailleur sur le sol, en train de dessiner. Elle n'avait pas posé beaucoup de questions après la réunion, mais Gabriel savait qu'elle avait compris plus qu'elle ne le laissait paraître. Après le dîner, alors qu'il rangeait les bols dans l'évier, Luna prit la parole. « Ils ont dit que je devais y retourner ?»« Non, » répondit Gabriel. « Ils ont dit qu'on devait se battre et ça me va. » Elle leva les yeux de son cahier. « Et si on perd ?» Gabriel s'approcha, s'accroupit et posa une main sur la sienne. « Alors on se battra encore plus fort. » Luna scruta son visage. Après un long silence, elle murmura « Tu n'es pas comme eux. J'espère bien. » Elle hésita. Ils me disaient que personne ne voudrait jamais de moi. La voix de Gabriel se brisa. Ils avaient tort. Elle déglutit péniblement. « Tu es sûr qu'il n'a pas répondu tout de suite ?» Il s'est juste approché, a écarté doucement une mèche de cheveux de sa joue et a dit « Je ne savais pas que j'avais une fille. Mais maintenant que je le sais, je ne la laisserai jamais partie. » Elle cligna rapidement des yeux, mais aucune larme ne coula. Au lieu de cela, elle chercha sa main et ne la lâcha pas. La neige tombait à nouveau le matin de l'audience, douce, constante et implacable, comme si le ciel lui-même avait décidé de retenir son souffle. Gabriel se tenait devant le tribunal familial de Coldridge avec Luna à ses côtés, tous deux emmitouflés dans des manteaux en laine et plongés dans un silence nerveux. Il avait troqué sa chemise en flanelle habituelle et son jean contre un costume d'occasion qui ne lui allait pas très bien aux épaules. Et Luna portait le pull vert écume qu'ils avaient trouvé dans une friperie locale et qu'elle avait choisi. Elle avait dit que la couleur lui rappelait le printemps. La salle d'audience n'était pas grande, mais elle semblait immense. Des bancs comme dans une église, une table surélevée pour le juge et un éclairage fluorescent qui rendait tout trop net. L'odeur du bois poli se mêlait à celle du café et de l'air froid provenant d'une bouche d'aération dans un coin. Claire Winslow était assise près de l'avant, flanquée d'un avocat commis d'office et d'une femme aux cheveux argentés attachée en un chignon serré, la juge Myriam Holston. Elle avait le genre de visage qui ne clignait pas des yeux, sauf si c'était important. Dileya et Marc Delcourt étaient déjà assis à l'autre bout de la salle. Dileya portait un manteau ivoire immaculé et affichait une expression entre le chagrin et l'indignation. Marc était assis, immobile, les bras croisés, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Gabriel serra doucement l'épaule de Luna et lui murmura « Peu importe ce qu'ils diront là-dedans, rien de tout cela ne changera la vérité. » Elle acquiesça doucement, mais resta calme. La procédure commença par les présentations officielles, les déclarations sous serment et la documentation. Claire présenta les résultats des tests ADN, la lettre manuscrite d'Aurore et les photos prises lorsque Luna avait été retrouvée. L'avocat de Dileya l'interrompit. « Votre honneur, la lettre n'est pas authentifiée. Et les photos, eh bien, les enfants ont facilement des bleus. Cela ne prouve pas qu'il y ait eu maltraitance, » répondit Claire avec fermeté. « Il ne s'agit pas de bleus isolés. Il s'agit d'un schéma, de négligence affective, de manipulation, de marginalisation délibérée d'un enfant. » Le juge Holston haussa un sourcil. « Madame Winslow, avez-vous des preuves à l'appui ?»« Oui, » répondit Claire en se levant. « Nous aimerions présenter le témoignage d'un témoin clé, Madame Éloise Martin. » Au fond de la salle, une petite femme d'environ 70 ans s'approcha du banc des témoins.
Elle avançait lentement mais d'un pas assuré, sa canne tapant doucement sur le parquet. Madame Martin demanda Claire. Pouvez-vous dire à la cour quel était votre lien avec Luna Grace? J'ai été professeur d'arts plastiques à l'école pendant 23 ans. Héloïse répondit. J'ai enseigné à Aurore Lane et, des années plus tard, à sa fille Luna. Et qu'avez-vous observé chez Luna pendant le temps que vous avez passé avec elle? Elle était créative, réservée, exceptionnellement polie. Mais elle sursautait quand les gens élevèrent la voix. Elle demandait toujours si elle pouvait garder les crayons de couleur. Et elle m'a un jour chuchoté. Si je suis très sage aujourd'hui, tu crois que ma maman reviendra? Un murmure parcourut la salle. Dileya se tortilla sur son siège, les yeux plissés. Avez-vous signalé ces inquiétudes? Demanda le juge Holston. Oui, plusieurs fois, répondit calmement Héloïse. Mais rien n'en est jamais ressorti. Elle était nourrie, habillée et scolarisée. C'est tout ce que le système a vérifié. Gabriel serra les mâchoires. Claire s'avança à nouveau. Une dernière pièce à conviction, votre honneur. Une lettre de l'enseignante de Luna en CE1, Madame Puite. Elle a pris sa retraite et vit maintenant dans l'Illinois, mais elle a envoyé cette lettre notariée. Elle tendit une enveloppe scellée au juge, qui déplia le document et commença à le lire en silence. La salle d'audience attendait. Chaque tic-tac de l'horloge murale semblait plus fort que le précédent. Finalement, le juge Holston leva les yeux. Cette lettre détaille plusieurs cas où Luna semblait sous-alimentée, non lavée et retirée. Elle note également que chaque fois que Madame Puite a tenté de contacter les tuteurs, elle n'a reçu aucune réponse. Dileya s'est levée brusquement. Votre honneur, il s'agit d'une campagne de diffamation orchestrée par un homme qui veut juste jouer les héros. Le juge Holston n'a pas bronché. Asseyez-vous, Madame Delcourt. Le visage de Dileya est devenu cramoisi, mais elle a obéi. Puis ce fut le tour de Luna. L'avocate des enfants s'est agenouillée à côté d'elle avant de se diriger vers la barre des témoins. « Prends ton temps », murmura la femme. « Tu es en sécurité. » Les bottes de Luna résonnèrent doucement lorsqu'elle s'approcha du siège. Elle s'assit, les mains jointes sur les genoux, les yeux écarquillés mais fixes. Le juge Holston parla doucement. « Luna, comprends-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?»« Oui, madame. »« Te sens-tu en sécurité avec Monsieur Moreau ?»« Oui. »« Aimerais-tu vivre avec lui de façon permanente ?» Luna hésita, non pas par doute, mais à cause du poids de ses mots. Puis elle acquiesça. « Oui, je le voudrais. » Pourquoi cette pause? Sa voix était faible mais ferme, car il m'écoute et il me croit. Et quand il fait des promesses, il les tient. Silence. Et il ne me fait pas m'asseoir à la table cassée, ajouta-t-elle. Il me fait de la place. Une vraie place. Gabriel sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine avec une telle force qu'il en fut presque écrasé. La juge Holston regarda par-dessus son bureau. « As-tu peur de retourner dans ton ancienne maison ?» Luna acquiesça plus rapidement cette fois-ci. « Ils ont dit que personne ne voudrait de moi, que j'étais une erreur, que l'amour est pour les gens qui le méritent. Mais M. Moreau dit que l'amour est quelque chose que l'on choisit de donner, pas quelque chose que l'on gagne. » Même le greffier baissa les yeux un instant, clignant des paupières. La juge Holston se pencha en arrière et resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit « Je voudrais suspendre l'audience quelques instants. Cette décision mérite mûre réflexion. » Gabriel sortit et s'avança sur les marches en pierre du palais de justice. La neige crissait sous ses bottes. Luna se tenait à côté de lui, les bras serrés autour de son torse, les yeux levés vers le ciel. « J'en ai trop dit, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il. « Tu as dit exactement ce qui était vrai. Et si ça ne suffit pas ?» Gabriel s'accroupit à côté d'elle, à hauteur de ses yeux. « Alors on réessaiera demain, et après-demain. Peu importe le temps que ça prendra. Tu n'es plus seule, Luna. Tu ne seras plus jamais seule. » Elle acquiesça, et cette fois, elle n'avait plus l'air effrayée. À l'intérieur de la salle d'audience, alors que l'horloge approchait de midi, la juge Holston regagna son siège. Le silence se fit dans la salle. Elle regarda d'abord Dileya et Mark. « Vous n'avez pas réussi à démontrer que vous offriez un environnement familial sûr, stimulant et réceptif. Votre tutelle est donc suspendue, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. » Elle se tourna ensuite vers Gabriel. « Monsieur Moreau, bien que ce tribunal ne puisse pas encore rendre une décision définitive, je vous accorde la garde temporaire de Luna Grace, avec effet immédiat. La procédure de garde définitive sera fixée dans les 60 jours. » Gabriel poussa un soupir de soulagement. « Monsieur Moreau, bien que ce tribunal ne puisse pas encore rendre une décision définitive, je vous accorde la garde légale temporaire de Luna Grace, avec effet immédiat. La procédure de garde complète sera fixée dans les 60 jours. » Gabriel expira sans s'en rendre compte. Luna leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, non pas de peur cette fois, mais d'incrédulité. Il se pencha et lui prit la main. Cette fois, elle la serra fort.
Le vent était plus doux ce soir-là, moins violent, plus comme un soupir. La neige recouvrait toujours le monde extérieur, mais c'était le genre de neige qui apaise les choses au lieu de les ensevelir. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait doucement et régulièrement, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs comme des souvenirs, retrouvant le chemin de leur maison. Luna était assise à la table de la cuisine, balançant doucement ses jambes au-dessus du sol, un bol de macaroni au fromage en train de refroidir devant elle. Gabriel y avait ajouté du bacon émietté, son plat préféré depuis la première semaine où elle avait emménagé. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'audience, mais elle n'en avait pas besoin. Parfois, sa simple présence suffisait. En face d'elle, Gabriel remuait son café avec des mouvements lents et pensifs. La décision du tribunal résonnait dans son esprit. Garde temporaire. 2 mots qui exprimaient à la fois le soulagement et l'incertitude. Il avait obtenu le droit de la garder pour l'instant, mais le combat n'était pas terminé. Et cette vérité pesait sur lui comme un poids sur la poitrine. Luna leva les yeux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gabriel se pencha vers elle. Maintenant, on vit. Elle pencha la tête. C'est tout? Eh bien, dit-il avec un sourire fatigué. Vivre n'est pas toujours facile. Il y aura encore des réunions, des visites de Madame Winslow et à terme, une autre date d'audience. Mais oui, c'est tout ça. Tu restes ici, tu vas à l'école, on mange des croque-monsieur le mardi. La vie. Elle l'observait attentivement, comme si elle essayait de décider si elle devait le croire. Puis, d'une voix douce, elle demanda « Tu crois que la juge était sérieuse? Que je vais pouvoir rester ?» Elle était sincère. Elle t'a vu, elle t'a entendu. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir. Luna baissa les yeux vers son bol, puis les releva. Et si quelqu'un vient le reprendre? Si quelqu'un vient le reprendre, je me battrai de toutes mes forces pour l'en empêcher. Gabriel se leva et s'agenouilla à côté d'elle. Il posa une main sur la « et si quelqu'un revient sur sa décision ?» Gabriel se leva, contourna la table et s'accroupit à côté d'elle. Il posa une main sur la sienne, d'un geste ferme et chaleureux. « Alors je me battrai comme un diable pour les en empêcher. » Luna ne s'y a pas. « Je le pense vraiment, » ajouta Gabriel. « J'ai abandonné trop de choses dans ma vie. Je ne t'abandonnerai pas. » Une pause. « Même si je fais tout foirer, surtout pas. » Ses épaules se détendirent légèrement. « Je peux te poser une question bizarre ?» murmura-t-elle. « Bien sûr. Si je suis ta fille, comment dois-je t'appeler ?» Gabriel retint son souffle. Ce n'était pas une question à laquelle il s'attendait. Pas encore. Mais elle resta suspendue dans l'air entre eux, tendre et tremblante. « Tu peux m'appeler comme tu veux, dit-il. Rien ne presse. Certaines personnes mettent des mois, d'autres ne changent jamais. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. » Il tapota sa poitrine. « Pas seulement ce qui sort de ta bouche. » Luna acquiesça lentement. « D'accord. » Il lui serra légèrement la main, puis se leva et commença à rincer la vaisselle. Elle le regardait travailler, le petit front plissé par la réflexion. Puis, comme pour tester les limites d'une nouvelle langue, elle le dit. « Papa !» L'assiette glissa légèrement dans sa main. Il se tourna vers elle lentement. Elle baissait à nouveau les yeux, soudainement timide. « Est-ce que ça va ?» Il s'approcha, s'agenouilla à nouveau, plus lentement cette fois, avec quelque chose de fragile qui fleurissait derrière ses côtes. « Oui !» murmura-t-il. « C'est plus que ça va. » Plus tard dans la semaine, Gabriel emmena Luna à la bibliothèque municipale pour lui obtenir une carte de bibliothèque. Madame Stanbury, la bibliothécaire âgée aux lunettes épaisses et à l'odeur perpétuelle de lavande, rayonna lorsque Luna signait son nom. « Une première carte de bibliothèque, c'est important, dit-elle. C'est un passeport pour aller partout. » Luna sourit. Un vrai sourire, large et doux, de ceux qui illuminent tout le visage. Ensuite, ils s'arrêtèrent à la quincaillerie et choisirent des échantillons de peinture pour sa chambre. Luna choisit un bleu ciel doux, comme le matin, dit-elle. Les jours se succédèrent ensuite à un rythme régulier. L'école le matin, la lecture au coin du feu l'après-midi, le dessin après le dîner. Parfois, Gabriel la trouvait assise près du mur de sa chambre, en train de dessiner de nouvelles branches sur le chêne ou d'ajouter des étoiles en forme d'oiseaux et une fois, une balançoire. « C'est pour maman », dit-elle un soir en montrant une silhouette sur la balançoire. Elle en a toujours voulu une. Gabriel s'assit à côté d'elle, silencieux pendant un long moment. Puis il prit un crayon et sous son regard attentif, dessina un petit banc sous l'arbre. « Pour toi », dit-il. Elle se blottit contre lui. « J'aime bien ici », murmura-t-elle. « Moi aussi, je t'aime bien ici », murmura-t-il en retour. Mais toutes les ombres ne restent pas dehors. Un matin, Gabriel reçut une lettre portant le sceau de l'État, un avis de demande de contestation de la garde. Dileya Delcourt avait engagé un avocat réputé et tenté de faire annuler la décision provisoire du juge. Gabriel était assis sur les marches du porche, la lettre à la main, la tête baissée. Luna sortit de ses bottes et marcha légèrement sur la neige qui recouvrait la terrasse. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il plia le papier et le glissa dans son manteau. «
Ouais, tu mens dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Il esquissa un sourire. Un peu. Ils essaient toujours de me prendre. Il hocha lentement la tête. Ils essaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils réussiront. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine. C'est parce que je ne suis pas vraiment à toi. Il se tourna brusquement vers elle. Luna, ne répète jamais ça. Pas vraiment à toi. Il posa doucement une main sur son épaule. Tu es à moi autant que tout ce qui a jamais existé. Tu es ma fille. Personne ne peut changer ça. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Et si la juge ne croyait pas que Gabriel avait regardé l'horizon où les montagnes rencontrèrent le ciel dans une promesse silencieuse, alors je lui montrerai pas avec des mots, mais avec mon amour, avec des preuves, avec chaque once de mon être. Luna plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de papier plié. C'était une lettre qu'elle avait écrite à l'école. « Cher juge Holston, je m'appelle Luna Grace. J'ai 9 ans. Avant, je pensais que pour que quelqu'un me garde, je devais être sage. Je pensais que l'amour, ça se méritait. Mais puis, j'ai rencontré mon père. Il ne m'a pas demandé de prouver quoi que ce soit. Il est juste resté. Et ça m'a donné le courage de rester aussi. S'il te plaît, laisse-moi rester. Je t'aime, Luna. » Gabriel prit la lettre, les mains légèrement tremblantes, et la serra contre sa poitrine. « Je veux que tu lui donnes ça, » dit Luna. « Pas parce que j'ai peur, mais parce qu'elle a besoin de savoir. » Gabriel acquiesça. « Elle le fera. » Puis il la regarda. Il la regarda vraiment et prononça les mots qu'il gardait dans son cœur depuis la première nuit où il l'avait trouvée. « Je t'aime, Luna. Pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu es courageuse, mais parce que tu es mienne. » Elle ne pleura pas. Elle se pencha simplement vers lui et l'enlaça fermement, comme pour les ancrer tous les deux. Et à ce moment-là, Gabriel fit une promesse silencieuse, plus forte que n'importe quel serment prononcé devant un tribunal. Il ne serait pas seulement l'homme qui l'avait sauvé, il serait le père qui serait resté. Le palais de justice était plus froid que Gabriel ne s'en souvenait. Pas en termes de température, même si les sols en marbre et les hauts plafonds retenaient un air hivernal comme une voûte, mais en termes d'ambiance, le genre de froid qui n'avait rien à voir avec le temps. C'était la deuxième et dernière audience pour la garde, et la tension était si palpable qu'elle aurait pu se briser au moindre murmure. Gabriel ajusta sa cravate dans le miroir du couloir. Il avait encore emprunté le costume qu'il avait repassé à la main la veille au soir, et Luna avait choisi sa cravate, une cravate bleu marine à pois argentés. « Elle va bien avec tes yeux », lui avait-elle simplement dit ce matin-là. Il se retourna pour la regarder, maintenant assise tranquillement sur un banc d'attente près des portes de la salle d'audience, les jambes balancées sous elle, les cheveux soigneusement tressés. Elle serrait dans sa main une enveloppe en papier craft portant une étiquette écrite de sa main à l'attention du juge Holston de la part de Luna. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tu es sûr que tu veux la lire toi-même » Elle acquiesça. « Elle a besoin de l'entendre de ma bouche. » Il sourit. « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » Elle posa sa tête contre son bras juste un instant, pas par courage, mais parce qu'elle était fatiguée de rester silencieuse. À l'intérieur de la salle d'audience, les rangées de bancs étaient à moitié remplies. Des responsables scolaires, des travailleurs sociaux et quelques habitants de la ville étaient venus témoigner. Claire Winslow était assise à la droite de Gabriel, calme et le regard perçant. De l'autre côté de l'allée, Dileya était assise dans un tailleur gris anthracite impeccable, les mains jointes sur les genoux, l'air serein, presque angélique. Marc avait l'air aussi vide que d'habitude, comme un homme attendant que la tempête passe au-dessus du toit de quelqu'un d'autre. Le greffier a appelé la cour à la session. La juge Myriam Holston est entrée, silencieuse mais imposante. Elle a jeté un coup d'œil aux deux parties avant de prendre place. « Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer la garde permanente de Luna Grace. » Elle commença. « Nous avons examiné les documents, les déclarations des témoins et les rapports psychologiques qui nous ont été soumis. Nous allons maintenant entendre les plaidoiries finales. » L'avocat de Dileya se leva le premier. « Votre honneur, mes clients, monsieur et madame Delcourt, ont élevé Luna depuis qu'elle a 6 ans. Ils lui ont fourni nourriture, logement et éducation. Bien que des erreurs aient pu être commises, il n'y a aucune preuve de maltraitance physique ou de négligence criminelle. La fugue de l'enfant, bien que regrettable, était impulsive, et le lien présumé avec M. Moreau, aussi sincère soit-il, est récent et n'a pas été testé. » Il fit une pause, posant une main sur son porte-document. On demande au tribunal de prendre en compte la stabilité de sa garde actuelle et de ne pas se laisser influencer par des récits émotionnels qui manquent de preuves à long terme. Gabriel serra les mâchoires. Puis Claire se leva. « Votre honneur, Luna Grace n'est pas une enfant impulsive. Elle est prudente, calme et très consciente de sa place dans le monde. Et pendant la majeure partie de sa jeune vie, elle n'a pas été traitée comme une fille, mais comme un fardeau. La négligence affective n'est pas moins néfaste que la négligence physique. Elle ne laisse pas de bleu que l'on peut photographier, mais elle enseigne à l'enfant
Un terrible mensonge, qu'il n'est pas digne d'être aimé. Elle se tourna vers Gabriel. En Monsieur Moreau, Luna a trouvé la sécurité, la stabilité et surtout le choix. Elle n'a pas été réclamée parce qu'elle était pratique. Elle a été choisie parce qu'elle était aimée. La salle était silencieuse. Le juge Holston jeta un coup d'œil à ses notes. L'enfant souhaite-t-elle s'exprimer? Luna se leva, l'enveloppe à la main. La salle se retourna. Elle s'avança prudemment, ses bottes résonnant sur le sol. Le greffier l'aida à s'asseoir à la barre des témoins et régla le micro à la hauteur de son menton. Luna s'éclaircit la gorge et ouvrit son enveloppe. « Je m'appelle Luna Grace Moreau. » Elle commença d'une voix douce mais ferme. On m'appelait autrefois par d'autres noms. Parfois cette fille, parfois rien du tout. Mais c'est qui je suis vraiment? Elle prit une inspiration. Je veux vivre avec mon papa. Pas parce qu'il m'achète des trucs ou me laisse manger des bonbons ou dit oui à tout, mais parce que quand je pleure, il ne me dit pas d'arrêter. Il me demande pourquoi. Parce que quand je fais une bêtise, il ne me punit pas pour se sentir puissant. Il m'aide à réparer. Elle a levé les yeux vers le juge. Il sait rester silencieux avec moi. Pas un silence effrayant, mais un silence où je n'ai pas besoin d'avoir peur. Le regard de la juge Holston s'est adouci, mais elle n'a rien dit. Et il ne me dit pas que je suis bien quand je fais quelque chose qu'il aime. Il me dit que je suis bien simplement parce que je suis moi. Un moment s'est écoulé. Puis Luna a ajouté « Je sais que je suis une enfant, mais je sais ce qu'est l'amour, et je sais ce que c'est que de faire semblant, et je ne veux plus faire semblant. » La salle était silencieuse. Puis la juge Holston a pris la parole. « Merci Luna. » Elle est descendue lentement. Gabriel lui a tendu la main lorsqu'elle est passée et l'a serrée doucement. Elle lui a rendu sa pression. 30 minutes se sont écoulées avant que la juge Holston revienne de son bureau. Quand elle est revenue dans la salle, elle s'est levée et n'a pas attendu longtemps. Dans l'affaire de la garde de Luna, Grace Holden, le tribunal a examiné tous les documents, entendu tous les témoignages et pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa voix était ferme. La décision de ce tribunal est d'accorder la garde légale permanente à M. Gabriel Moreau. Un silence s'est installé, suivi d'une seule expiration tremblante de Luna. La juge Holston a continué. De plus, le tribunal reconnaît le changement officiel de nom de Luna Grace Holden à Luna Grace Moreau, comme demandé par écrit par l'enfant. Dileya s'est levée brusquement. C'est une erreur. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ce n'est qu'une enfant. Le juge Holston leva la main. « Madame Delcourt, asseyez-vous ou vous serez escortée dehors. » Le visage de Dileya devint cramoisi, mais elle s'assit. Marc baissa simplement les yeux. Luna se tourna vers Gabriel, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « C'est vrai. » Il acquiesça, incapable de parler. « Alors on peut rentrer à la maison maintenant ?» murmura-t-elle. Il sourit, les larmes aux yeux, le cœur rempli d'une émotion trop grande pour être exprimée par des mots. « Oui, ma chérie, on peut rentrer à la maison. » À l'extérieur du tribunal, la neige avait cessé de tomber. Les nuages commençaient à se dissiper, laissant passer la douce lumière d'un rare soleil d'hiver savoyard. Gabriel et Luna descendirent les marches du tribunal main dans la main, la tête haute. Claire les rattrapa et tendit à Gabriel une dernière pile de documents. « C'est officiel, dit-elle. Félicitations, monsieur Moreau. » Gabriel regarda Luna, puis Claire. « Vous voulez dire nous ?» Claire sourit. « Vous allez très bien vous en sortir tous les deux. » Alors qu'ils arrivaient à la voiture, Luna s'arrêta et se retourna. Elle leva les yeux vers le palais de justice, puis vers le ciel. « Hé, maman !» murmura-t-elle. « Tu avais raison. Je l'ai trouvé. » Et quelque part, peut-être dans le silence de l'air, ou dans l'inclinaison de la lumière, ou dans le doux murmure de la neige qui tombait, quelque chose lui répondit. Le printemps arriva à Coldridge comme une excuse silencieuse, faisant fondre la neige en petites taches polies, incitant les crocus à sortir de la terre qui dégelait et remplaçant le silence hivernal par le chant des oiseaux et le doux bruissement des nouvelles feuilles. Il ne s'annonça pas en fanfare, mais il arriva tout de même, un peu comme Luna. Le jour où son nouvel acte de naissance est arrivé par la poste, Gabriel a tenu l'enveloppe comme si elle était en verre. Il l'a ouverte lentement, assis à la table de la cuisine, tandis que Luna était assise en face de lui, sirotant le thé dans la tasse qui était autrefois la préférée d'Élise. Il a lu le nom une fois, puis encore une fois. Luna Grace Moreau. Il a retourné le papier. « Tu veux le tenir ?» Luna tendit les doigts, effleurant la page comme si elle était sacrée. Son nom à elle, imprimé en gras noir sur un document officiel certifié permanent. C'était réel maintenant. Pas seulement dans leur cœur, leurs promesses ou leurs conversations enflammées. Réel aux yeux du monde entier. « Ça me semble lourd », murmura-t-elle. « C'est normal, dit Gabriel. C'est le poids d'avoir été choisi. » Ce soir-là, ils ont fêté ça avec des crêpes pour le dîner. C'était son idée, avec des fraises et de la crème fouettée. Gabriel a même sorti le vieux tourne-disque qu'Élise utilisait et a trouvé un vinyle qui ne sautait pas trop.
Dans le salon, Luna dansait pieds nus dans son pyjama, virevoltant comme une fleur sauvage dans le vent. Gabriel était assis dans le rocking chair, une jambe croisée sur l'autre, souriant si fort que ses joues lui faisaient mal. « Viens danser », l'appela-t-elle. « Je ne sais pas si mes genoux vont tenir le coup. »« Tu es nul », le taquina-t-elle en souriant. Il se leva quand même, lui prit la main et se mit à se balancer avec elle sur un rythme lent et maladroit que ni l'un ni l'autre ne cherchait à perfectionner. Son rire était léger, le genre de son autour duquel on pourrait construire une vie. À la fin de la chanson, elle le serra fort dans ses bras. « Je pense que maman aurait aimé cette maison. Elle l'aurait adorée », dit-il d'une voix émue. Au cours des semaines qui suivirent, Luna commença à changer, pas en quelqu'un de nouveau, mais en plus elle-même. Elle était toujours aussi calme, toujours aussi observatrice, mais maintenant, ses silences étaient doux, pas défensifs. Elle a commencé à se faire des amis à l'école. Mademoiselle Puite, qui était maintenant bénévole à la bibliothèque municipale, a envoyé des notes à la maison pour dire que Luna aidait d'autres élèves à lire. Ses dessins sur le mur de Luna sont devenus plus colorés. L'arbre avait maintenant des fleurs, des petits oiseaux et même un hamac entre deux branches. Sous l'arbre, il y avait toujours deux silhouettes, une grande et une petite, dessinées avec des traits de crayon, mais avec un lien évident. Un soir, Gabriel l'a trouvée à la table de la cuisine, la langue tirée, concentrée sur un formulaire qu'elle remplissait. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. « C'est pour le concours d'art de l'école », a-t-elle répondu. « Le thème, c'est ce que signifie la maison pour moi. » Il s'est penché par-dessus son épaule. Sur la page, il y avait un croquis et une vue aérienne de leur petite cabane entourée d'arbres, avec des étoiles qui scintillaient au-dessus. Dans 2 pièces, le thème, c'est ce que signifie pour moi le mot « maison ». Il se pencha par-dessus son épaule. Sur la feuille, il y avait un croquis vu d'en haut de leur petite cabane entourée d'arbres, avec des étoiles qui scintillaient au-dessus. À l'intérieur, il y avait 2 pièces, l'une avec un fauteuil à bascule et une cheminée, l'autre avec un petit lit, une bibliothèque et une fenêtre donnant sur un arbre en fleurs. Elle leva les yeux. « Je ne pense pas que je vais gagner, mais je veux qu'il le voie. » Gabriel s'agenouilla à côté d'elle. « Tu as déjà gagné. » Ce week-end-là, ils plantèrent un jardin ensemble dans le jardin derrière la maison. Le sol était rocailleux et Gabriel dut utiliser tout son poids pour briser les morceaux de terre gelée. Mais Luna persévéra, gants aux mains et les joues roses à cause de l'effort. Ils plantèrent de la lavande pour Élise, des soucis pour la maman de Luna et un petit érable près de la clôture. « Pour l'automne prochain », dit Luna. « Comme ça, il sera rouge et doré quand je retournerai à l'école. » Gabriel s'arrêta, la regardant tapoter la terre autour des racines. « Tu penses déjà aussi loin ?» la taquina-t-il. Elle lui adressa un sourire en coin. « Je crois que oui. » Ce soir-là, après avoir lavé la terre de leurs bras et mangé des croque-monsieur sous le porche, Luna sortit un mot plié de sa poche. « J'allais attendre ton anniversaire, dit-elle. Mais je pense que c'est mieux maintenant. » Elle le tendit à Gabriel et s'assit à côté de lui sur la balançoire. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, écrit d'une écriture cursive, se trouvait un message simple. « Cher papa, tu ne m'as pas donné la vie, mais tu m'as donné ce qui compte le plus, ce qu'il faut en faire. Merci de m'avoir laissé rester et d'être toujours là. Luna. » Gabriel déglutit péniblement. Le monde se brouilla pendant 1 seconde, mais il cligna des yeux pour y voir plus clair. Il la serra dans ses bras. « Merci de m'avoir trouvé. » Plus tard, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Gabriel était de nouveau assis dans le vieux rocking chair, une tasse de thé à la main, la cabane silencieuse derrière lui. Luna était à l'intérieur en train de lire près de la cheminée. La fille qui autrefois murmurait des excuses dans le vent, fredonnait maintenant doucement en se brossant les cheveux. Elle était à sa place. Pas parce qu'un tribunal l'avait décidé, pas à cause de l'encre sur un certificat de naissance, mais parce que l'amour, quand il est stable et réel, finit par se frayer un chemin dans les murs les plus durs. Et parfois, il se rendait compte que le foyer ne vient pas de l'endroit où l'on commence. Il vient de l'endroit où quelqu'un choisit de rester avec toi pour toujours. L'inauguration de la maison Isabelle était prévue pour une fraîche matinée d'avril, alors que l'air était encore chargé de givre printanier et que l'espoir s'accrochait à chaque feuille qui commençait à s'épanouir. Des banderoles étaient suspendues aux balustrades du porche. Une pancarte sculptée dans du cèdre accueillait les visiteurs avec des mots qui n'étaient autrefois qu'un souhait murmuré. Ici, chaque enfant est vu, chaque histoire compte, chaque cœur trouve un foyer. Gabriel Moreau se tenait au milieu de la pelouse devant la maison, lissant son col pour la 3e fois, entouré de chaises pliantes, d'un podium, d'une petite foule de gens du coin et d'une rangée d'enfants aux yeux écarquillés. Chacun d'entre eux avait sa propre histoire. Certains avaient encore leur dossier ouvert, d'autres venaient d'être placés, d'autres encore étaient simplement entrés, le regard discret et le cœur sur la main. Mais tous avaient été vus. Et tout avait commencé avec une petite fille. « Tu es nerveux ?»
demanda Luna, debout à côté de lui dans une robe d'été bleue à bordure jaune. Ses cheveux étaient tressés avec soin, et une broche en forme d'étoile argentée était épinglée au-dessus de sa tempe. Gabriel lui sourit. « J'ai affronté des tempêtes de sable, des prêteurs bancaires et des devoirs de maths au collège, mais parler en public me terrifie toujours. » Elle sourit. « Tu vas très bien t'en sortir. Tu ne dis pas ça juste parce que je suis ton père, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle. « Je le dis parce que tu es mon père. » Cela faillit le bouleverser complètement. Lorsque ce fut son tour de prendre la parole, Gabriel s'avança vers le podium, un morceau de papier plié à la main. Il y jeta un coup d'œil, puis le remit dans sa poche. « J'avais préparé un discours, » commença-t-il, la voix rendue rauque par l'émotion. « Mais j'ai réalisé que cet endroit n'avait rien à voir avec des mots préparés. Il s'agit d'histoires, de vraies histoires. » Il regarda la foule. « J'ai grandi en pensant qu'être un homme signifiait être fort, silencieux, inébranlable. Mais la vérité, c'est que la force réside dans la douceur. Elle réside dans le fait de rester, d'écouter, de se tenir entre un enfant et le froid. » Il s'interrompit, jetant un coup d'œil à Luna, qui lui fit un petit signe d'encouragement. « Cette maison porte le nom d'une femme que j'ai aimée et que je n'ai jamais cessé d'aimer, même après que le temps et la distance l'aient transformée en souvenir. Elle s'appelait Isa Claire. Elle a élevé sa fille dans le silence, la force et avec plus de courage que le monde ne lui en a jamais accordé. Il déglutit et cette fille m'a trouvé au milieu d'une tempête de neige, sous un toboggan dans une aire de jeu. La foule était silencieuse. Je ne savais pas alors que je rencontrais mon propre enfant. Je savais juste que je ne pouvais pas la laisser derrière moi. Sa voix s'est éteinte et je ne le ferai jamais. » Un silence s'est abattu sur la pelouse, le genre de silence qui en dit long sans avoir besoin d'applaudissements. Après la coupure du ruban et que la foule a commencé à se disperser, Luna a déambulé dans le couloir de la maison Isabelle, s'arrêtant devant le mur de photos. Chaque photo montrait un enfant qui avait séjourné dans le programme pilote du refuge, souriant, timide, endormi, griffonnant. Sous chaque image, il y avait une petite citation écrite à la main par l'enfant, quelque chose qu'il voulait que le monde sache. La photo de Luna était au centre. On la voyait assise sous l'arbre qu'elle et Gabriel avaient planté au printemps précédent. Ses cheveux étaient détachés, son regard était fixe. En dessous, on pouvait lire ces mots. « Avant, je pensais que l'amour était un prix, mais l'amour est un endroit. J'y vis maintenant. » Elle n'avait pas remarqué la femme qui se tenait à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle lui parle. Elle lui dit « Tu deviendras forte. » Luna se retourna et vit une femme âgée aux boucles grisonnantes et au visage doux marqué par le temps. Elle portait un badge d'infirmière épinglé à son cardigan. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda Luna, surprise. La femme acquiesça. « J'ai travaillé avec elle à l'unité mobile de soins du Missouri. » Aurore dessinait des cœurs sur ses serviettes en papier. Elle m'a dit qu'elle les gardait pour quelqu'un qui s'appelait Luna. Luna cligna rapidement des yeux. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle m'a dit que c'était grâce à toi qu'elle avait continué même quand les choses étaient difficiles. Elle disait « Je n'ai pas grand-chose à lui donner, mais si je peux lui laisser une chose, ce sera la force de surmonter toutes les épreuves. » Luna regarda à nouveau la photo. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle ne ressentait aucune douleur. Elle se sentait comblée. « Merci, » murmura-t-elle. La femme sourit. Elle serait fière, mais plus encore, elle serait en paix. Cette nuit-là, de retour à la cabane, l'air était calme, éclairé seulement par le doux murmure des étoiles au-dessus. Luna était assise sur la balançoire. Gabriel avait enfin fini de se suspendre à l'érable, les jambes repliées, le vent jouant avec son hymne. Gabriel était assis à côté dans le fauteuil à bascule, une guitare à la main, jouant quelques accords doux. Rien de structuré, juste une mélodie portée par ses sentiments. « Je ne veux pas oublier, » dit soudain Luna. Gabriel leva les yeux. « J'ai peur que si je suis heureuse maintenant, cela signifie que je l'ai laissée derrière moi. » Il posa la guitare et s'approcha, s'accroupissant à côté d'elle. « Tu ne l'as pas laissée derrière toi, ma chérie. Tu la portes en toi. » Luna leva les yeux brillants. « Comment tu le sais ? Parce que je fais la même chose avec Élise. Et parce que je vois ta maman en toi tous les jours, dans ton courage, dans ta façon de prendre soin des autres, dans tes dessins, tes questions, même dans ta façon de remuer ton thé. » Luna rit en s'essuyant le nez avec la manche de son sweat à capuche. Elle avait toujours l'habitude de la remuer aussi. Gabriel pointa le ciel du doigt. « Tu vois cette étoile là-bas, juste au-dessus du pin ?» Elle suivit son regard. « C'est Polaris, dit-il. Les gens l'appellent l'étoile polaire. Les voyageurs l'ont utilisée pendant des siècles pour retrouver leur chemin. » Luna acquiesça. La voix de Gabriel s'adoucit. « Tu es mon étoile polaire, Luna. Quand j'étais perdue, tu m'as ramenée à la vie. » Elle le regarda longuement. « Tu es la mienne aussi. » Il ébouriffa doucement ses cheveux. « Alors, on n'est plus perdu !» Elle se blottit contre lui, réconfortée et en sécurité. « Tu crois qu'il y a d'autres enfants comme moi ?»
Je sais qu'il y en a. Tu crois qu'on peut les aider? Il acquiesça. C'est à ça que sert la maison Isabelle, mais ça commence ici, avec toi. Avec nous? Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle murmura « Alors soyons ceux qui restent ». Le vent se leva légèrement, soufflant à travers les arbres comme une berceuse. À l'intérieur de la maison, le feu brûlait doucement. Dans le salon, leurs photos étaient posées sur la cheminée. Gabriel et Luna, côte à côte sous l'érable, leur rire figé dans le temps. Et au-dessus d'eux, à travers la fenêtre, l'étoile polaire brillait dans le ciel, immuable, inébranlable, une lumière qui les guidait, une promesse tenue. Si cette histoire t'a touché, même un peu, on aimerait le savoir. D'où regardes-tu ce soir? Que ce soit dans un coin tranquille du Texas, sous un porche enneigé du Minnesota, ou dans un fauteuil confortable à l'autre bout du monde, ta présence ici fait que cette communauté se sent comme chez elle. Si tu aimes les histoires sincères comme celle-ci, les histoires sur la gentillesse, les secondes chances et le pouvoir discret de l'amour, pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. Pas de pression, juste une porte ouverte qui t'attend toujours. Et du fond du cœur, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Cela signifie plus que tu ne le sais.